La soirée sera scindée en 3 parties. La première, ce sera moi pour Santé Ardennes, le cercle donc MG Lux et l'UAD, puisque Santé Ardennes est un projet conjoint. Ensuite, ce sera un focus plus particulier sur les ASI, les associations de santé intégrées, par Oriane de Weschouwer, le docteur Oriane de Weschouwer, et Julie Janssens, qui travaille pour la Fédération des maisons médicales. Et alors, pour une question pratique, soit vous posez vos questions par écrit au fur et à mesure, et on les abordera à la fin. Voilà, ce sera plus facile à ce niveau-là. D'accord. Donc on peut allumer vos micros en fin de séance si on veut rendre ça plus convivial, mais voilà, sinon vous posez vos questions par écrit. Bien, rentrons dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord, qui est Santé Ardennes? Un petit focus très rapide pour que vous compreniez qui je suis, d'où je viens, un petit contexte, et on rentrera très vite dans les étapes d'un projet. Quelles sont les grandes étapes pour un projet? Créer sa pratique, et les types de structures juridiques. Il y a déjà des questions qui m'ont été posées par mail, je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous. Alors, qui est Santé Ardennes? Alors très brièvement, en fait, Santé Ardennes est un projet. Autrefois, c'était une SBL, mais maintenant, c'est un projet géré conjointement par 2 cercles de médecins généralistes. Donc, les médecins sont regroupés en associations locales. Pour nous, le projet Santé Ardennes est géré par l'UAD, en fait, qui est sur l'arrondissement de Dinan, et MGLux, qui, grosso modo, correspond à la province de Luxembourg. Santé Ardennes a de nombreux partenaires, des partenaires principaux et la province de Luxembourg, qui finance d'ailleurs, vous le verrez tout au long de la présentation, différentes actions pour l'attractivité de la médecine générale. Voilà le territoire en fait de ces 2 cercles, comme je vous disais, c'est la province de Luxembourg, hormis Vielsalm, et on couvre toute la façade est finalement de la province de Namur. Donc tous les projets, je veux dire, et tous les accompagnements, les services que Santé Ardennes propose en fait sont sur ce territoire. Maintenant, la Fédération des maisons médicales, y viendra, eux ont un territoire bien entendu beaucoup plus large. Alors, en fait, nous avons 2 objectifs principaux à Santé Ardennes, c'est améliorer les conditions de travail des professions de soins en pénurie. En ce qui concerne MG Lux Santé Ardennes, c'est exclusivement les médecins généralistes. Vous voyez que je cite les infirmiers et les dentistes parce que notre partenaire, la province de Luxembourg, travaille également sur la pénurie de dentistes et d'infirmiers. Notre objectif, eh bien, en fait, c'est d'attirer de nouveaux professionnels. On a toute une série d'actions, ce n'est pas le propos ici, je ne vais pas les détailler, mais on en a tenté plus pour faire en sorte de demain avoir assez de médecins généralistes et également de les maintenir dans la profession. Et cette séance rentre notamment dans ce cadre. Il y a à la fois attirer et maintenir, puisque une bonne organisation et une bonne pratique de groupe répond à ces 2 objectifs. Donc, nous soutenons et nous accompagnons les médecins généralistes, accompagner les médecins dans leur installation, mais également dans le suivi de leur métier, les informer, les conseiller, pour créer ou pour modifier des structures d'exercice coordonnées. Alors, elles sont très, très variables. Vous allez voir qu'elles sont très hétéroclites et qu'il y a beaucoup de variantes de pratiques de groupe. Nous sommes ouverts à tout type de type de pratiques, en fait. On suit quelque part le médecin dans ses souhaits, ses attentes. Donc, mettre tous les partenaires, les futurs partenaires potentiels autour de la table, ça c'est également notre rôle. On le fait régulièrement, que ce soit avec les communes, les médecins généralistes, les secrétaires, bien entendu, les paramédicaux, lorsqu'il y a le souhait de faire une pratique pluridisciplinaire. Le premier élément particulier pour la province de Luxembourg, c'est que toute pratique de groupe avec des médecins généralistes peut demander, solliciter une bourse d'aide à la pratique de groupe à la province de Luxembourg. En fait, cette bourse d'aide à la pratique de groupe peut servir à décoincer, si je puis dire, ou plutôt accélérer par moment la constitution d'une pratique de groupe, puisque lorsque l'on est confronté à ce type de projet, toute une série d'interrogations se posent. On va y répondre pour partie ici, mais il y a des questions beaucoup plus techniques et on a besoin de professionnels, par exemple des comptables, mais aussi des juristes, pour se poser la question quelle bonne structure juridique prendre, quel plan financier effectuer. Et cette bourse peut servir justement les médecins généralistes qui le souhaitent à se lancer dans une pratique de groupe. Donc voilà, avis aux candidats, n'hésitez pas, si vous voulez vous lancer dans cette aventure, nous sommes disponibles au niveau de Santé Ardennes pour vous aider à constituer ce dossier et le déposer auprès de la province de Luxembourg. Le contexte, bien vous le connaissez tous, je ne vais pas m'y attarder, mais c'est clairement un contexte de pénurie de médecine générale,
Les élections qui s'approchent sont une occasion claire de le remettre en évidence et c'est une bonne chose. Je pense que ce n'est plus contesté aujourd'hui. C'est dû à de nombreux facteurs, ce n'est pas le propos ici, mais pour bien comprendre la soirée d'aujourd'hui, il faut revenir tout de même là-dessus. Avant, la profession de médecin généraliste, on pouvait considérer quelque part qu'on rentrait en médecine générale, c'est un peu comme les ordres. Je dresse ici deux archétypes, hein, ne vous offusquez pas sur ces archétypes, mais c'est pour bien vous faire sentir la très grande différence qui s'est installée depuis de nombreuses années finalement, mais qui est de plus en plus sentie. Donc avant c'était un sacerdoce, aujourd'hui il y a vraiment une aspiration à une vie privée et un équilibre vie professionnelle, vie privée. Autrefois, le revenu du médecin était très souvent le seul revenu en fait du couple. Aujourd'hui, c'est un des deux revenus et ce n'est parfois même pas plus le revenu principal. On voit clairement dans les analyses, les cadastres et les statistiques que la profession se féminise. Il y a de plus en plus de femmes par rapport aux hommes et la moyenne d'âge chez les hommes est bien plus élevée que chez les femmes. Avant, contexte de pléthore oblige en fait. À l'époque, il faut se remettre dans un contexte où à l'époque, les médecins généralistes tiraient le diable par la queue lorsqu'ils s'installaient. Eh bien, il y avait une recherche de travail abondant parce qu'ils étaient, on va dire quelque part, trop nombreux, qu'ils s'installaient dans des régions avec moins de médecins pour avoir suffisamment de travail. Aujourd'hui, on est rentré totalement dans le paradoxe inverse, c'est-à-dire qu'on recherche vraiment à protéger sa vie privée en confort de vie, et donc il y a cette tendance très claire où les zones en pénurie peuvent faire peur. D'où justement le lien avec cette pratique de groupe qui est un élément de réponse. Alors j'insiste là-dessus, ce n'est pas la seule réponse, soyons clairs. La médecine solo a toujours sa place dans le paysage et est plus importante que jamais. Mais pour ceux qui le souhaitent, soutenir des pratiques de groupe nous paraît une évidence. Aujourd'hui, quelque part, en fait, le conjoint, l'installation, c'est très variable, en fait, puisque il n'y a plus, ce sont plus de unique emploi, les deux conjoints souvent travaillent, bien c'est un peu au gré de leur histoire commune qu'ils s'installent. Et un autre point très très important, c'est la garde. Autrefois, la garde était considérée comme normale et ça faisait la publicité du praticien. Aujourd'hui, la garde est considérée comme pesante et pénible et la récurrence n'arrange rien. Donc voilà, ça c'est pour vous faire comprendre un peu le contexte dans lequel s'inscrit la médecine générale actuelle. Au niveau de la province de Luxembourg et de l'arrondissement de Dinan, vous voyez ici en fait une carte de la pénurie en tant que telle. En rouge sont les régions qui sont considérées comme des pénuries graves par la région wallonne, hein, donc par l'agence de santé l'AVIC. Ce sont les fameuses primes impulsées au 1. Pour ceux qui connaissent. Donc en rouge, les primes à l'installation de 25 000 €, en vert 20 000, pénurie et pénurie grave. En blanc, à ce jour, elles ne sont pas encore reconnu. Maintenant, en milieu rural, c'est une des spécificités. Ça bascule très très vite. Il suffit qu'il y ait un médecin qui prenne sa pension pour qu'une zone bascule de blanc à rouge, puisque notre densité de population, qui est l'un des critères, est très faible. Pour ceux qui sont hors de ce territoire, je vous invite à scanner le QR code. Vous allez retrouver la liste Excel de toutes les communes de la région wallonne, où vous pourrez voir si votre commune répond à ces critères. Je précise que cette carte est valable de juin 2023 à décembre 2024 parce qu'elle est toujours mise à jour et il y a toujours des cartes qui évoluent au fur et à mesure des cadastres réalisés par la VIC. Alors, les spécificités en milieu rural. Je trouvais que c'était important d'en parler, mais je vais laisser Oriane, en tant que médecin, vous en parler. Elle le dira mieux que moi. Je crois qu'il y a beaucoup de généralistes en milieu rural et qui connaissent bien la situation. Mais donc, la spécificité, c'est déjà les visites à domicile sont dans une campagne assez élargie avec une densité de population faible. Donc, on fait pas mal de kilomètres avec des patients de tout âge. On aura plus de pédiatrie et de gériatrie qu'en ville. Une pratique très variée avec vraiment une possibilité de faire pas mal d'actes techniques, de la pédiatrie, de la dermatologie, voire de l'ophtalmologie et encore d'autres spécialités si on s'y sent à l'aise. Une médecine générale aussi où le médecin de famille a encore beaucoup d'importance. Les gens, même s'ils passent au cardiologue, reviennent chez leur généraliste pour vérifier si le cardiologue avait raison de changer ses traitements. Donc c'est vraiment d'abord aussi le généraliste qu'on consulte avant d'avoir recours à la deuxième ligne. Et puis, comme en ville, toujours la possibilité de faire de l'ONE, du planning familial, de la dictologie. Et donc voilà, pas mal
de possibilités. Alors, d'autres possibilités, donc on a déjà parlé des actes techniques, donc les sutures, la petite chirurgie, les infiltrations, taping, électro. Alors, avec un territoire où les hôpitaux ne sont pas toujours très proches. Il y a parfois 40 minutes entre la pratique de médecine générale et l'hôpital le plus proche. Et donc, on réfléchit autrement, il faut se débrouiller et réfléchir à quelle prise en charge on propose aux patients. De plus en plus de cabinets qui s'équipent d'un échographe et puis des postes de garde assez dispersés avec du coup, en tout cas la province du Luxembourg est une des premières régions à s'être organisée autour de la garde de solidarité, à savoir le 1733. Et puis, comme partout, des réseaux de médecins généralistes qui proposent des réunions pour échanger sur leurs pratiques et garder une ambiance conviviale. Voilà, c'est important, je trouve, de rappeler ces éléments parce que finalement, ça participe aussi à l'attractivité d'un territoire, outre le fait de créer des pratiques de groupe. C'est vraiment en contexte et ce sont des éléments, quelque part, qui ont été évoqués ici, qui font de la médecine générale en milieu rural un métier intéressant par-dessus tout pour les jeunes. Donc ça, c'est à savoir pour ceux qui ne seraient pas du métier. En tout cas, c'est des arguments sur lesquels Santerden joue, si l'on peut dire, pour attirer les jeunes. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec les étapes d'un projet. Alors, vous verrez que lorsqu'une petite loupe apparaît sur les différentes étapes d'un projet, qui sont vraiment ici, on va vous dérouler le fil rouge et on fera un focus plus particulier sur certains des points par la suite. Lorsqu'il y a une petite loupe, on reviendra par la suite sur ce point. Donc, Oriane, tu commences sur cette slide pour s'informer? Ton micro est coupé. Oriane, ton micro. Merci. S'informer, c'est déjà participer à cette séance-ci et en fonction des affinités, plutôt une pratique de groupe, mais pas association de soins intégrés ou pas une pratique de groupe qui se rapporte à la Fédération des maisons médicales, on contacte plutôt Laurent Dutrieux. Ou bien si on ne sait pas très bien, nous, on peut aussi très bien faire des réunions conjointes entre la Fédé et Laurent et vous aider à débrouiller le projet de démarrage pour voir vers quoi vous vous dirigez. Donc, Laurent va retracer les différents types de pratiques de groupe, mais donc voilà, réfléchir avec le noyau quel type de pratique de groupe on s'identifie, à quel type on s'identifie, et puis voir un peu quels sont les besoins des médecins locaux et voir un peu si, voilà, quel type d'accueil nous sera réservé. Ensuite, on essaye de constituer un noyau dur avec au minimum un médecin. C'est vrai que c'est pas toujours évident à trouver et en même temps, ça a beaucoup plus de sens pour nos deux équipes, Santerden et la Fédé, d'accompagner des équipes avec déjà un médecin. Après, il arrive aussi qu'il y ait des noyaux où le médecin arrive plus tard, attiré par le dynamisme et l'avancée du projet, pluridisciplinaire ou non, en fonction de vos desiderata, avec c'est toujours intéressant de travailler sur les valeurs et sur les rêves communs et les rêves qu'il faudra abandonner parce que ça ne pourra pas correspondre à tout le groupe. Et puis se mettre d'accord sur une charte de valeurs. Donc, c'est une animation qu'on aime encore assez bien faire, de voir voilà, quelles sont les valeurs de base. Et c'est assez intéressant de se rapporter à ces valeurs quand plus tard dans le projet, il y a des questions, voire des discussions plus compliquées. C'est moi Alors, qui continue? Oui. non, je vais continuer. Merci Oriane. On s'est réparti les tâches et donc vous verrez qu'il y avait une petite loupe et donc on y reviendra sur cette question des valeurs qui est essentielle. Élaborer un plan d'accompagnement avec le référent régional en ce qui concerne la Fédération des maisons médicales et comme l'a si bien dit Oriane, on travaille en tandem pour ce qui est du territoire de la province de Luxembourg et de l'arrondissement de Dinan. Donc c'est vraiment, vous pouvez nous appeler et on réfléchit avec vous sur les différentes étapes de ce projet. Définir le projet en équipe, vraiment comme on vous l'a dit, l'idée c'est vraiment d'évoquer mais qu'est-ce que l'on veut faire ensemble. Mais avant de savoir qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, il faut vous être posé la question, qu'est-ce que vous voulez vous pour vous inscrire et que vous ne soyez pas frustré par ce projet. Évidemment, il y a toujours des entrées et des sorties dans un projet parce que on sent que ça ne va pas dans le sens que l'on souhaite. Ça arrive, c'est tout à fait normal. Choisir le modèle organisationnel. Ça, on fera un focus très particulier là-dessus, puisqu'il y a vraiment pas mal de modes de fonctionnement qui existent. Les ASI, maisons médicales, en sont une, il y en a beaucoup d'autres.
Ensuite vient le moment très concret, très pratico-pratique, où là on commence vraiment à écrire. Alors ça peut être des statuts si on décide d'être une SBL. Dans tous les cas, il faudra un règlement de droit d'intérieur en ROI, une charte de collaboration, une convention de collaboration. Tout cela, finalement, beaucoup de pratiques de groupe, on le constate, en font l'économie, en tout cas pour ce qui est du ROI. Et pour moi, c'est un manque parce que quelque part, un bon ROI, c'est un document qu'on ne ressort pas parce qu'on s'est mis d'accord sur beaucoup de règles. Et ce sont des règles de vivre ensemble. Voilà, donc ça, c'est une étape, je trouve, qu'il ne faut pas éluder. Ensuite, rencontrer les partenariats locaux potentiels. Ça peut être les associations actives dans le social, dans la santé, le CPS. Il nous est déjà arrivé, avec la fédération ou nous de notre côté, d'organiser des séances d'information générale avec les médecins et le noyau dur pour proposer, présenter publiquement le projet, pour trouver de nouveaux professionnels qui rejoindraient l'aventure. Donc, alors ça peut s'adjoindre d'une présentation d'un projet d'immeuble ou autre, ça dépend un peu le contexte, mais voilà, ça c'est toujours à cette étape-là où quand il y a un noyau qui a déjà un projet en tête et qui sait où il va, qu'il y a un cap, on peut penser maintenant à en faire une première publicité, en tout cas pour les professionnels de santé, pour trouver de nouveaux collaborateurs. Élaborer un plan financier, on en fera un peu focus un peu particulier. Important à cette étape-là d'avoir des compétences en gestion, ça ne s'improvise pas. On ne construit pas un projet de pratique de groupe n'importe comment. Je ne peux que vous recommander d'avoir un comptable et de leur demander des plans financiers, que ce soit qu'il y ait un bâtiment ou pas d'ailleurs dans l'équation. Voilà. Et introduire les demandes de financement et de subsides. C'est surtout vrai quand c'est une SBL parce qu'elles peuvent prétendre à ce type d'éléments, mais il y a d'autres opportunités qui peuvent entrer en ligne de compte aussi. Alors, cette étape-là, vous serez peut-être un peu surpris de constater que le choix du lieu d'implantation arrive si tard, mais c'est pour une bonne raison. C'est qu'on considère que lorsqu'un projet tient la route, lorsque les médecins et leur équipe savent où ils vont, le bâtiment ou la commune, quelque part, importe peu. Il m'est déjà arrivé d'avoir une équipe qui voulait travailler ensemble, qui savait ce qu'elle voulait. Le bâtiment qu'ils visaient ne répondait plus aux attentes pour diverses raisons. Ils se sont réorientés, entre guillemets, très facilement vers ailleurs. Ça n'a pas été la fin de leur projet parce que tout d'un coup, une opportunité était stoppée parce que les bases du projet étaient solides. Voilà, donc dans les bâtiments, alors on peut clairement citer des exemples il ne faut pas viser trop petit, parce qu'une pratique de groupe, le monde attire le monde. Maintenant, on peut débattre d'un juste équilibre. Les très grandes équipes, ce n'est pas toujours facile à manœuvrer, ça peut vite devenir des gros navires. Mais tout de même, souvent, les pratiques ont besoin de locaux, ne fût-ce que parce que des paramédicaux viennent presser des demi-journées. Par contre, évidemment, ce type de locaux coûte cher. Alors, voilà, il y a différentes possibilités, notamment partir de l'idée de bâtiments tremplin avec finalement des baux qui soient de courte durée pour pouvoir rebondir à d'autres endroits. Voilà. Ensuite, bien, la dernière étape, c'est la mise en œuvre concrète, hein. Ce sont vraiment les questions logistiques et la répartition des locaux. Là, on est vraiment dans les bâtiments avec les plans déjà. Enfin, si le bâtiment n'existe que sur plan, avec des contrats de travail, des conventions de collaboration avec les indépendants, l'engagement du personnel. Ça, c'est vraiment les dernières étapes avec, en tout dernier lieu, la démarche de location d'aménagement des travaux, c'est-à-dire que s'il y a des cellules, des cabinets qui sont encore inoccupés, il y a la possibilité de sous-louer et de faire les aménagements nécessaires pour les équipes. Voilà, on vous a dressé des étapes. Je n'ai pas précisé, mais ce PowerPoint sera disponible sur notre site internet, de même que la vidéo. Donc, si vous voulez vous y replonger à votre aise, vous pourrez le faire, bien sûr, sans problème. Et puis, la dernière étape, c'est l'ouverture, évidemment. Voilà. Alors, pour ce qui est maintenant de créer sa pratique en tant que telle. Alors,
Vous l'avez entendu, dans la bouche d'Oriane et dans la mienne, il est important d'avoir en tête les valeurs, c'est-à-dire les souhaits, vos envies, vos attentes. Déjà se poser la question, est-ce que vous voulez vraiment être en pratique de groupe? Pourquoi vous voulez être en pratique de groupe? Est-ce que vous ne seriez pas mieux en solo? Quels sont les avantages et les inconvénients du solo? Faites cet exercice de votre côté. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Que ce soit en termes de collègues ou que ce soit en termes de paramédicaux, ou que ce soit en termes de facilité, qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez pas. Ça rejoint ce qu'Oriane évoquait, les rêves et les rêves endeuillés. Voilà, il y a des éléments que vous pourrez accepter de reculer, sur lesquels vous accepterez de reculer, et d'autres où vous dites non, ça, moi, c'est vraiment un prérequis. C'est important que vous ayez une idée claire en tête lorsque vous vous lancez dans l'aventure. Est-ce qu'on crée sa pratique seule avec d'autres? Est-ce qu'on s'intègre à une pratique existante? Je vous invite à scanner ce QR code. Sur le site de Santé Ardennes, on reprend différentes pratiques de groupe qui recherchent des collaborateurs. Voilà, elles sont de types variés. Et donc, c'est vraiment l'occasion ici de découvrir des pratiques. Si vous voulez intégrer une pratique existante, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi, bien sûr, prendre contact avec nous et on vous mettra en relation avec des pratiques existantes au besoin, mais la grande majorité sont répertoriées sur ce site. Ensuite viennent les questions à se poser, les valeurs communes. Là, c'est vraiment le débat des valeurs collectives. Je vais faire un focus spécifique sur tous ces points. La gestion financière, il y a différents modes de gestion financière, je l'ai évoqué tout à l'heure, que ce soit de la rétrocession, des loyers, de la gestion commune ou individuelle, je vais vous expliquer tout cela. Le modèle organisationnel, est-ce qu'on veut un secrétariat? Est-ce qu'on veut un secrétariat commun? Qui fait la comptabilité au niveau de la structure? Voilà, il y a de la comptabilité au niveau professionnel, individuel, et il y a la comptabilité de la structure, qui s'en occupe? La structure juridique aussi. Là, on va faire un focus très particulier là-dessus. Est-ce que ça doit être une SBL? Est-ce que ça doit être une association de fait? Comment gère-t-on le bâtiment? Autant de questions à se poser. Donc les valeurs, déterminer les bases de votre philosophie de travail. Ce qui est important à retenir sur les valeurs, c'est vraiment de les traduire en situation concrète. C'est-à-dire que vous pourriez très bien vous entendre sur oui, il est important d'être disponible pour le patient, mais qu'est-ce que vous entendez être disponible pour le patient? Est-ce que c'est de la disponibilité avec des plages horaires larges pour voir un maximum de patients? Ou est-ce que c'est voir un patient le temps d'une consultation où il a l'opportunité, si je puis dire, d'expliquer tout son cas? Est-ce que vous acceptez de déborder sur une demi-heure de consultation? Alors c'est au cas par cas, hein. Je sais bien que évidemment en médecine générale, un patient n'est pas l'autre, mais c'est un peu cette ambivalence de se dire bon, je suis disponible, oui, mais comment pour mon patient? Comment est-ce que je traduis cela en situation concrète? Et en fait, de ces choix viennent en fait quelque part votre sens de vie, c'est-à-dire mais pourquoi vous vous levez le matin? Pourquoi est-ce que vous faites votre métier? Quelles sont vos intentions? On parle d'autonomie de travail très souvent, par exemple, mais qu'est-ce que cela entend être autonome? Être en solo, c'est être complètement autonome. Être en pratique de groupe, évidemment, il y a un peu plus de contraintes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autonomie. Quelles sont ces limites à l'autonomie de chacun? C'est des questions à se poser lorsqu'on crée une pratique de groupe. Le comportement, entre le respect de soi et la disponibilité au patient, comme je vous l'ai dit, quelles sont vos limites? Quels horaires adopter? Quelles règles pour la gestion des appels? Ça, c'est notamment, oui, effectivement, le secrétariat. Comment gérez-vous vos appels au niveau du secrétariat? Comment êtes-vous disponible pour les patients au téléphone et à la fois en consultation? Comment est-ce que vous rendez ça compatible? Voilà, il y a des questions vraiment d'ordre très pratico-pratique à se poser. Alors, je ne vais pas vous montrer cette vidéo ici, mais je vous invite vraiment à scanner ce QR code et à vous garder cette vidéo sous le coude. Elle fait 3 minutes, enfin, elle est un peu plus longue, mais moi j'avais l'intention de vous la montrer jusqu'à 3 minutes 12, mais on ne va pas le faire maintenant. C'est une vidéo qui a été créée par la CCFFMG. C'est en fait l'organisme interuniversitaire qui est l'employeur des assistants en médecine générale. Vous me direz, mais quel est le rapport? Le rapport, c'est la relation entre collègues, tout simplement. Et cette vidéo explique comment s'accorder sur les valeurs
dans l'exemple présent, un maître de stage et son assistant, mais c'est des éléments qui sont tout à fait vrais aussi pour des médecins généralistes. Et donc cette vidéo est assez, même très bien faite, assez humoristique, et vous comprendrez ce que signifie s'accorder sur des valeurs au niveau concret. Donc, qu'est-ce qui vous réunit? Qu'est-ce qui vous différencie aussi? La différence peut être une force, mais elles peuvent être incompatibles aussi. Il faut se poser cette question-là. Voilà, donc ça, c'est vraiment tous des éléments à se poser. Et lors des valeurs, voilà, là, vous avez un ensemble, mais il y a plus de 200 mots-clés qui pourraient être évoqués. Vous avez ici un ensemble de questions sur lesquelles il est bon de rebondir en équipe pour voir un peu, mais qu'est-ce que l'on entend par là? Voilà, est-ce que la pédagogie, est-ce que tout le monde a envie d'être maître de stage, d'accueillir des stagiaires? Que veut dire la liberté de professer pour chacun? Quelles sont les disponibilités? Qu'est-ce que la prévention? Est-ce que la prévention en santé est importante pour vous? Quelle place vous lui laissez dans votre pratique? Voilà, ça, c'est des éléments de valeur qui vont définir la pratique de groupe telle que vous voulez la définir. Donc là, on est vraiment sur la base. Une fois que les valeurs sont bien définies, qu'elles sont claires, que tout le monde va dans le même sens, on se pose la question, mais comment est-ce qu'on va gérer la mise en commun de nos frais, de nos dépenses, de nos avoirs? Et là, il y a une gestion financière qui doit rentrer en ligne de compte. Comment peut-on gérer une pratique de groupe? Alors, il y a différentes possibilités. Je vais vous en évoquer trois. Trois formules qui ont chacune des avantages et des inconvénients. On ne va pas décrire tous les avantages et inconvénients de chacune, mais on aura le temps d'y revenir dans les questions-réponses si vous le souhaitez, avec plaisir. Les loyers, c'est ce qu'on appelle le PAF, le prix forfaitaire, qui inclut plus ou moins, entre guillemets, tout. Souvent, quand on parle de loyer ou de PAF, en fait, c'est avec les charges, ça inclut le secrétariat, et c'est souvent à la demi-journée. Ça peut être à l'heure aussi. Ça demande une gestion administrative quand même conséquente, ce qui est un désavantage évidemment. Ça a l'avantage d'être plus flexible en revanche. Les paramédicaux souvent sont intéressés par des locations à la demi-journée, à plusieurs demi-journées, tout simplement parce que le bassin de patientèle de paramédicaux est plus large qu'un médecin généraliste. Et les médecins généralistes aiment s'entourer de paramédicaux parce que tout simplement ça répond à des besoins de leur patientèle et qu'il y a une synergie qui se crée avec certains de ces métiers. Donc c'est une solution qui peut être envisagée, bien entendu pour les médecins eux-mêmes. Souvent d'ailleurs, il vaut mieux que le mode de fonctionnement soit identique pour tous les professionnels de soins. Sinon, vous créez un décalage qui va amener des conflits au niveau financier. Donc, en loyer, avec ou sans charge, secrétariat inclus ou non. Voilà, ça c'est la formule, je veux dire, la plus claire au niveau de son fonctionnement. Ensuite, il y a le système de rétrocession. Alors, certains médecins en ont sans doute déjà entendu parler. Beaucoup de maisons médicales à l'acte fonctionnent comme cela. On vous détaillera dans la deuxième partie ce qu'est une maison médicale à l'acte ou au forfait, qui sont les deux grandes familles, si je puis dire. La rétrocession, en fait, c'est que le prestataire rétrocède à la structure faîtière, en fait, au groupe, à la collectivité, X% de son chiffre d'affaires, issu de ses consultations et de ses visites. Cet argent, il sert à financer en fait toute une série de dépenses conjointes. Ça, c'est toujours la même question, hein. C'est comment alimenter le navire collectif qui prend en charge une série de dépenses collectives. Ces dépenses collectives, je ne l'ai pas souligné, mais c'est souvent un loyer commun, la location d'un bâtiment de cabinet, c'est le secrétariat souvent des employés, mais c'est aussi le matériel, les frais d'électricité, etc., etc. Voilà, donc ça c'est quelque part, qu'est-ce qu'on dépense collectivement et comment est-ce qu'on alimente notre trésorerie pour subvenir à ces dépenses. Et donc, on peut le faire sous forme de loyer, sous de rétrocession. L'avantage de la rétrocession, c'est que c'est à l'échelle de chacun au niveau de son taux d'activité. Si vous faites peu de consultations et de visites, vous payerez moins de rétrocession, mais quelque part, vous utiliserez moins le secrétariat, d'une certaine façon. L'inconvénient, c'est qu'il y en a qui vont créer des écarts dans certaines structures. Il n'est pas rare de voir des écarts très très importants et ça peut amener des grincements de dents puisqu'il y a des services qui restent de toute façon collective et incompressibles, quel que soit le temps que vous prestez. Dernier élément sur la rétrocession, certaines structures y mettent
beaucoup de choses. Certains ne considèrent que ce n'est que les consultations, mais d'autres y mettent les gardes, les prestations ONE, les prestations en médecine scolaire, les primes qu'ils ont. Évidemment, tous ces éléments mis dedans augmentent la trésorerie de la SBL, enfin de la SBL ou de la structure faîtière. Souvent, dans ce genre de cas, c'est une ASBL, on y viendra. Et la trésorerie étant plus importante, ils peuvent prendre en charge plus de choses. Voilà, des structures peuvent se payer du personnel supplémentaire, autre entre guillemets que du secrétariat, parce que justement ils ont une trésorerie importante. C'est aussi une question de savoir qu'est-ce que vous voulez pouvoir vous offrir collectivement. Et les taux de rétrocession, c'est une question de plan financier, d'où l'importance d'un comptable. Ça va de 16% à parfois j'ai entendu des structures où c'est 27%. C'est pas à moi de juger si c'est beaucoup ou pas. La question c'est de savoir quel service est-ce que vous avez avec cette rétrocession tout simplement. Et, enfin, le dernier modèle, le pooling, le système de perception centralisée, en fait, c'est comme ça que fonctionne la garde. La garde en province de Luxembourg fonctionne en perception centralisée. C'est tout l'inverse de la rétrocession. La structure faîtière centralise les avoirs et les redistribue selon des règles qui sont établies. Les règles établies, ça peut être du tarif à l'heure, ça peut être ça peut être des montants différenciés par mois, ça peut être des montants différenciés selon l'expérience du médecin. J'ai déjà vu des structures justement où les médecins qui ont plus de X années quelque part ont une sorte d'ancienneté, comme ça se fait un peu pour les salariés. Voilà, tout est possible, il faut faire preuve d'imagination. Le tout est de s'entendre sur le mode de fonctionnement. L'inconvénient du pooling, c'est que voilà, si par exemple vous faites du tarif à l'heure, encore faut-il que vous voyez le même nombre de patients à l'heure que vos collègues. Ça, c'est un inconvénient. Un avantage, pour faire bref, c'est que vous pouvez y rémunérer notamment les heures que vous passeriez dans l'encadrement des assistants ou des stagiaires, ou par exemple lors des réunions de santé communautaire. Alors, il y a d'autres moyens de payer des heures comme cela. On peut très bien faire des jetons de présence, comme ça se fait souvent, des jetons de présence par réunion pour valoriser le temps de travail et l'investissement dans la collectivité. Ou alors des mandats aussi. On peut très bien désigner une personne du groupe qui s'occupe de la trésorerie et il a un mandat rémunéré à hauteur de X euros par an pour s'occuper de l'ensemble de la trésorerie de la structure, si ce n'est pas un employé qui s'en occupe, ou en tout cas accompagné d'un employé. Voilà, donc comme vous le comprenez, c'est assez varié, mais ça, c'est les 3 grandes recettes, si je puis dire, les modes de fonctionnement. Alors, je poursuis. Donc, il existe de nombreux degrés de mise en commun. Tout dépend un peu le contexte, en fait. Ça dépend de plusieurs facteurs, du territoire, de la moyenne d'âge, enfin de la différence d'âge surtout entre les praticiens, de la philosophie et des valeurs. À vous de rejoindre et de développer la structure qui répond le mieux à vos attentes, tout simplement. Ça, c'est vraiment à ce niveau-là qu'interviennent très très fort les valeurs. Tout est possible. De la solution à la gauche de l'écran, où tout est intégré, tout est collectivisé, à la solution de droite où en fait tout est séparé. Quand je parle de pratiques de groupe, généralement, moi je connais des pratiques de groupe où, entre guillemets, la seule chose qui est partagée, c'est un secrétariat. Et c'est déjà très bien. Vous n'aurez jamais aucun jugement de valeur chez nous à ce niveau-là. Au contraire, le secrétariat, c'est vraiment une des pierres angulaires et une des charges administratives, si je puis dire, au niveau des médecins, et avoir un secrétariat partagé, c'est une très bonne chose. Mais voilà, c'est totalement différent, évidemment, d'une structure complètement intégrée. Ça dépend vraiment le degré, ce que vous souhaitez faire. Oriane, peut-être justement parler, parce que c'est quelque part le modèle le plus intégré, finalement, c'est les maisons médicales. Ton micro. On en parlera tantôt. Mais donc, l'idée, c'est que le maximum peut être partagé, bien que parfois, il y a quand même des choses qui sont arrangées autrement. Mais donc, en gros, la maison médicale est d'office constituée en ASBL et le bâtiment est le plus souvent géré par cette ASBL qui est soit propriétaire, soit locataire à la commune ou d'un médecin ou de quelqu'un d'autre. Le matériel appartient à l'ASBL et est mis à disposition des praticiens pour la plupart. Parfois, certains ont quand même leur échographe et leur matériel à eux. Les frais de fonctionnement sont collectivisés tout ce qui est secrétariat et des choses comme ça. Et puis, les patients sont libres de choisir leur médecin et sont invités à consulter les autres médecins en cas d'indisponibilité ou d'absence. Donc voilà, ça c'est le modèle habituel et on en rediscutera tantôt aussi. Un autre modèle qui existe, qui est assez courant, c'est que le bâtiment en fait n'appartient pas à la collectivité, mais soit à un propriétaire tiers ou alors à
à une partie des membres du groupe, parce que ça a été un investissement initial fait par des médecins ou des paramédicaux, et qu'ils le louent aux collaborateurs. Ça, c'est vraiment un peu, et il peut ne pas y avoir de structure faîtière au niveau de l'allocation, c'est vraiment de l'allocation, je veux dire, à la personne. Donc un propriétaire qui loue à un médecin, puis un deuxième médecin, puis un troisième médecin, sans qu'il y ait de structure faîtière stricto sensu, en tout cas pas d'ASBL. Ça, c'est aussi un autre modèle qui existe. Une petite slide qui compile les raisons des échecs de pratique de groupe. Alors, ce n'est clairement pas exhaustif, mais c'est tiré de notre expérience collective, de ce que l'on voit et que il n'aurait pas fallu faire, entre guillemets. Clairement, souvent, il y a un manque de communication. Au départ, vraiment, le fait de ne pas écouter, de ne pas comprendre les besoins de l'autre, et de ne pas écouter les besoins de l'autre. Il faut savoir parfois lire entre les lignes parce que certains s'expriment mal, on est d'accord, mais parfois il faut oser dire les choses pour éviter justement des écueils et d'aller dans le mur alors que les valeurs sont complètement divergentes. Minimiser justement les divergences de valeurs, certaines sont compatibles, d'autres pas du tout. Il peut y avoir des frustrations aussi s'il y a un contrat pas clair, en se disant je pensais qu'on crée une pratique de groupe, qu'on allait travailler ensemble, qu'on allait réfléchir ensemble, mais en fait on est juste colocataires et on ne fait que se croiser. Parce qu'en fait personne ne participe aux réunions collectives, personne ne participe à l'intelligence collective. Voilà, certains s'en trouvent parfois frustrés, ils quittent ou pas les structures en fonction du deuil qu'ils font ou pas de cette idée. On a déjà constaté des structures qui grandissaient trop vite. Alors grandir c'est très bien, on en a besoin pour les patients, on a besoin de pratiques de groupe, mais parfois l'inconvénient c'est qu'on ne prend pas le temps de fixer des règles de vie communes. Parce que la pression au niveau de la patientèle est très importante. On a besoin de répondre à ces patients et par moment, voilà, il y a des éléments qui font que ça coince. Prioriser les besoins des patients au détriment de la cohésion des valeurs, c'est clairement en lien avec cet effet de grandir trop vite, hein, de se mettre une pression extérieure. Et puis, un des facteurs qui vous semblera évident, et malheureusement c'est souvent le cas, c'est l'argent. Et l'argent au niveau des pratiques du groupe, les problèmes financiers peuvent se poser de multiples façons. Soit c'est la gestion collective des DMG, donc les dossiers médicaux globaux pour ceux qui ne sont pas médecins. Donc les médecins ont des primes par dossier médical global par patient géré, enfin qu'ils suivent en fait, c'est leur patient, donc ils administrent en dossier ça peut représenter des sommes assez conséquentes si vous avez 1000-1500 DMG, etc. C'est tout à fait probable, possible. Et à un moment donné, voilà, c'est un DMG, c'est un médecin titulaire, mais comment est-ce que vous gérez le fait que dans des structures de groupe, le patient, parfois, vous n'êtes pas là, il est vu par des collègues, etc. Quelles sont les règles établies pour partager ces DMG ou ne pas les partager, pour que ce soit équitable ou pas. J'ai déjà vu des structures où un médecin avait 1500 DMG, son collègue en avait 200, pourtant il travaillait le même nombre d'heures, mais il ne touchait pas la même chose au niveau des DMG, alors que finalement, il voit les mêmes patients. Donc il y a une injustice quelque part à ce niveau-là qui n'avait pas été discutée, et c'était devenu un non-dit, et il n'y avait pas de communication. Les temps partiels qui occupent tout un cabinet, parce que c'est son cabinet et qu'il ne veut pas le partager. Ok, mais le problème c'est qu'il y a des frais derrière cela, il y a des loyers à payer. Le paiement des heures de santé communautaire, la non-valorisation de manière générale en fait du temps investi pour la collectivité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très frustrant. Bien sûr, il y a du travail de bénévolat, mais à un moment donné, le bénévolat, ça a ses limites. Et ça, il faut être très clair là-dessus. À un moment donné, il y a une valorisation qui doit être réfléchie, ou à minima, avoir une équité dans la répartition des tâches. Et alors, les plans financiers mal calculés, qui inclut du coup un besoin de trésorerie très important, et donc des loyers ou des rétrocessions qui sont trop élevés, et quelque part c'est des pratiques de groupe qui vivent au-dessus de leurs moyens, et où du coup l'apport financier doit être beaucoup trop important. Voilà, ça c'était un peu vite passer en vue les éléments qui peuvent amener au crash. Les types de structures juridiques, et ce sera la dernière partie et non des moindres, c'est des parties importantes. Alors, on ne va pas préciser parce que finalement, les pratiques solo, ce n'est pas le propos, mais pour faire bref, quand on est en solo, soit on est en personne physique. Voilà, on peut avoir un numéro BCE à la Banque Carrefour des entreprises, mais on est en personne physique. Autrement dit, on n'a pas créé de société à responsabilité limitée, où là, on a vraiment deux entités distinctes entre le portefeuille
privé et le portefeuille professionnel, pour faire simple. On va s'attarder par contre sur les pratiques en regroupement à partir de 2 personnes. Et on va envisager 3 possibilités qui sont les plus courantes. L'association de fait, l'association sans but lucratif, les ASBL, et la société à responsabilité limitée avec plus d'un administrateur. Chaque structure a ses avantages et ses inconvénients. Je vous les présente ici. Alors, qu'est-ce qu'une association de fait ? Alors en fait, beaucoup de structures médicales au niveau de la gestion de leur secrétariat sont en association de fait. C'est le moment de la rentrée des dossiers Impulse CO2 pour les médecins. N'oubliez pas votre échéance du 31 mai. Vous pouvez nous envoyer les dossiers, mais vous avez peut-être déjà votre structure d'appui. Et beaucoup engagent du personnel en association de fait. C'est quoi? En fait, une association de fait, c'est rien finalement. C'est mon voisin et moi, on décide de vendre des glaces et on fait pot commun, on fait une cagnotte, on achète le matériel et on vend nos glaces au bord de la route. Et voilà. Il n'y a pas de formalité à respecter, il n'y a aucun frais de constitution, il n'y a pas à passer devant un notaire, etc. Ça, c'est très facile. L'inconvénient, c'est qu'il y a une responsabilité limitée pour les dettes de l'association, de fait, et chacun a concurrence de sa part. Autrement dit, si moi, ma glace, j'empoisonne quelqu'un, bah, il va y avoir des frais de justice, il va y avoir des frais de santé, et bah, on peut saisir ma maison, tout simplement. Là, c'est vraiment un cas extrême que je vous évoque, mais tout simplement, il n'y a pas de distinction entre ma personne et une autre structure, ce qui n'est pas le cas d'une société ou d'une ASBL qui a ses propres avoirs et ses propres personnalités juridiques. La responsabilité collective, donc et personnelle des membres, est engagée. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je ne recommande pas d'engager du personnel en association de fait. C'est souvent le cas par simplicité. On a déjà eu des cas où les barèmes salariaux avaient été mal calculés, donc il a fallu payer des indemnités, et c'était une association de fait, et donc les médecins étaient mal pris parce qu'ils ont dû payer très cher chacun. Enfin, en tout cas, si l'un ne pouvait pas payer, c'était l'autre qui devait payer, etc., etc. La SBL aurait pris ça en charge au niveau de sa trésorerie. Voilà. Maintenant, effectivement, des gros avantages, c'est que c'est facile. Quand on gère autre chose que du personnel, du bien collectif, le paiement dans le loyer, etc., c'est une seule solution qui a vraiment son intérêt. L'autre type de structure, et là on va rentrer vraiment dans la catégorie plus structurée, et c'est un des critères pour être une ASI, c'est le groupement de personnes physiques en ASBL. Et on ne peut être, c'est minimum 2 personnes dorénavant, enfin ça fait quelques années maintenant avec le nouveau code des sociétés, mais 2 personnes peuvent constituer une ASBL. Il n'y a pas d'acte notarié. Il y a des frais de constitution qui sont très limités. La responsabilité est limitée pour les membres, puisqu'une ASBL a son patrimoine propre. La fiscalité est avantageuse, et à ne pas négliger, il y a la possibilité d'obtenir des subsides lorsqu'on est une ASBL, notamment les subsides ASI, on en viendra juste après, mais aussi des Maribel, des points APE. Voilà, ça c'est tous des types de structures, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais c'est des types de subsides que peuvent prétendre des ASBL. Un inconvénient, c'est que les obligations comptables et administratives sont évidemment plus lourdes qu'une association de fait qui n'a pas d'obligation. Ce n'est pas une montagne, on peut vous accompagner pour la constitution de ces ASBL, on peut vous guider, ou les coachs quelque part en province de Luxembourg qui peuvent être engagés par la prime d'aide peuvent justement intervenir et vous aider à rédiger vos statuts, à réfléchir à vos valeurs pour qu'elles transparaissent dans vos statuts et dans vos règlements d'ordre intérieur. En cas de dissolution de l'ASBL, l'actif de l'ASBL, la trésorerie, en fait, devra être transféré à une association qui vise un objectif similaire. Et enfin, la société à responsabilité limitée, toutes les associés ne sont responsables qu'à concurrence du capital. Il n'y a pas de capital à libérer. Et la constitution d'une SRL requiert un acte notarié. Il y a des obligations comptables et administratives plus lourdes que pour un indépendant. Souvent, lorsque c'est des collectivités comme ça, ce sont des couples en fait. La plupart des structures que je connais qui ont fonctionné de cette façon, ce sont des couples de médecins qui ont une société pour eux deux. Mais il existe des contre-exemples, bien entendu. Toute la différence, évidemment, c'est que dans une SBL, tout ce qui est avoir ou lucre, je veux dire, comme bénéfice, ne peut pas être rétrocédé à ses membres. Qu'une société, justement, il y a les dividendes en fin d'année qui sont redistribués. Évidemment, une SBL peut investir dans d'autres éléments qui profitent à la collectivité. C'est une autre façon de valoriser les dividendes s'il y en a. Mais le but d'une association sans but lucratif, c'est justement de ne pas forcément
verser cela. Je vais passer rapidement là-dessus. Et par contre, je vous laisse scanner ce QR code. Si vous voulez plus de renseignements sur les différentes structures juridiques, ce QR code va vous amener au service officiel de l'État, qui détaille les différentes structures qui existent. Il en existe d'autres que les 3 que je vous ai évoqués, qui sont beaucoup plus complexes et qu'on rencontre beaucoup plus rarement. Mais je vais en finir ici et je vais laisser la parole à Oriane et à Julie pour la présentation sur les ASI. Voilà, merci beaucoup et on se retrouve pour les questions-réponses. Voilà. Julie, tu partages l'écran alors? Donc nous, on représente la Fédération des maisons médicales et on va parler de comment créer une maison médicale qui doit être en Wallonie une association de soins intégrés. L'objectif de la soirée, c'est déjà de revoir le concept de maison médicale, expliquer un peu pourquoi on parle des SBL, voir les avantages du modèle, comment et où s'installer, et puis un peu présenter le mouvement de la Fédération des maisons médicales, les intergroupes, et vous expliquer les modalités de l'accompagnement. On laissera un moment pour les questions. Si vous avez des questions d'éclaircissement, n'hésitez pas à les poser dans le chat aussi. Et les questions générales, vous pouvez déjà les poser dans le chat et on les reprendra tantôt. Donc pour commencer, on avait envie de passer un petit moment sur la question de l'association de soins intégrés. Donc une maison médicale doit être en association de soins intégrés, mais le terme maison médicale n'est pas un terme, une appellation d'origine protégée, comme on pourrait parler du champagne ou quoi. Donc c'est un terme que tout le monde peut s'approprier, y compris 2 médecins qui se mettent ensemble, 2 kinés qui se mettent ensemble. Tout le monde peut s'appeler maison médicale, mais les maisons médicales qui sont membres de la Fédération des maisons médicales, elles ont d'autres petites contraintes. Donc, ce soir, on ne parlera pas de comment créer une association de soins intégrés, qui est l'association qui obtient l'agrément et la subvention de la VIC, l'organe de la région wallonne, et qui permet effectivement d'avoir différents subsides. Toutes les associations de soins intégrés ne sont pas membres de la Fédération des maisons médicales, mais pour être maison médicale en Wallonie, il faut être association de soins intégrés. J'espère que vous nous suivez et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire la remarque dans le chat, comme ça on s'attarde un peu plus là-dessus. Donc malheureusement, la VIC n'a pas développé de structure d'appui pour accompagner les personnes qui le veulent à la création d'une association de soins intégrés. Et donc, en fonction des valeurs, en fonction de cette présentation, en fonction des affinités et tout, soit c'est Santé Ardennes, soit c'est la Fédération des maisons médicales qui peut vous accompagner là-dedans. On a par exemple des exemples de maisons médicales à Beaurain ou des autres maisons médicales qui sont associations de soins intégrés et maisons médicales entre guillemets, mais qui ne font pas partie de la Fédération des maisons médicales. Donc, membre de la Fédération des maisons médicales en région wallonne, c'est toutes les associations de soins intégrés qui s'inscrivent dans le mouvement des maisons médicales et qui partagent les valeurs fortes et qui répondent à 7 critères. Et celle-là, on vous renverra les 7 critères dans le mail suite à cette présentation-ci, avec les PowerPoint qu'on vous enverra bien à chacun. Est-ce qu'il y a des questions, Julie? Tu vois des questions? Moi, je n'ai pas vu de questions, mais j'ai juste envie de préciser quelque chose. En fait, le terme maison médicale, attention, il est protégé à Bruxelles. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'une maison médicale? Et on arrive à une diapo assez dense. Donc, en tout, à l'heure actuelle, la diapo n'a pas été mise à jour, mais on est aux alentours de 130 maisons médicales au total, dont une grande partie à Bruxelles et une autre bonne moitié en Wallonie. 80% des maisons médicales fonctionnent au forfait et 20% fonctionnent à l'acte. Ça, on va passer un petit peu de temps après pour vous le réexpliquer, la différence entre le forfait et l'acte. Et en moyenne, on est à 6 nouvelles maisons médicales par an. Et voilà. Donc, les maisons médicales, elles s'inscrivent autour de valeurs de solidarité, de citoyenneté, d'autogestion, de participation des patients, de justice sociale et d'équité.
Et alors, je vais passer un petit peu de temps pour vous expliquer ce que c'est que les soins de santé primaires. Vous voyez au milieu, en bas, donc les soins de santé primaire, c'est né d'un concept de la conférence d'Alma-Ata en 1978, qui soulignait la nécessité qu'on s'organise pour fournir à tout le monde des soins de première ligne, pour pouvoir protéger et promouvoir la santé de tous les peuples du monde. Et donc l'idée, c'est de favoriser et la santé et le bien-être et prévenir les maladies et les blessures. Et donc on l'articule à la Fédération des maisons médicales dans 4 gros critères et même maintenant un 5e récemment. Mais donc d'abord le critère de la santé qui est globale. On prend la personne dans sa complexité, l'aspect biologique, psychologique, familial, social, culturel et économique. Tous ces aspects-là qui influencent sa santé, on essaie de les prendre en compte pour le soigner. On prend, et puis ensuite, on fait des soins de santé intégrés, c'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement du curatif, soigner les maladies, mais aussi on réfléchit à des campagnes de prévention, de vaccination, de dépistage de certains cancers ou de maladies chroniques. Et on réfléchit à des démarches d'éducation pour la santé et de santé communautaire. Par ça, on s'aide du dossier de santé informatisé qui est pluridisciplinaire et commun à tous les membres de la maison médicale pour étudier aussi la population et voir quels sont les besoins et faire en sorte que les projets de promotion de santé soient appropriés. Donc les soins de santé seront continus, c'est-à-dire qu'ils seront suivis sur du long terme et les dossiers patients seront bien nécessaires pour ça. À la fois, il sera individuel pour le patient et à la fois, il sera pluridisciplinaire pour les médecins, kinés et infirmiers au minimum qui travaillent dans la maison médicale. Et l'histoire aussi, le continu aussi, c'est dire continu sur des horaires étendus, à savoir de 8h à 18h au minimum, et puis assuré par les gardes sont assurés par les travailleurs de la maison médicale. Enfin, la fédération promeut une accessibilité à différents niveaux. D'abord, l'accessibilité géographique. Et donc, souvent, il y a un territoire qui est défini, qui n'est pas trop étendu et qui permet de proposer des activités vraiment accessibles et avoir des contacts faciles pour les patients avec différents types de contacts qui sont proposés, des consultations sur rendez-vous, les gardes de jour, les visites à domicile et voilà. Une activité culturelle avec une réflexion au sein de la structure par rapport à la traduction, essayer d'informer les travailleurs sur les différentes cultures pour mieux respecter et intégrer dans les pratiques, et une accessibilité financière, c'est-à-dire qu'on s'engage à se fournir des soins aux patients avec ou sans couverture sociale ou mutuelle. Donc ça, je pense quelque part, c'est une forme de médecine que vous pratiquez aussi, sauf qu'ici, à la Fédération des maisons médicales, voilà, c'est vraiment assumé, nommé, et donc la vie de tous les jours s'organise autour de ça. Et donc, on a des équipes qui sont pluridisciplinaires avec surtout médecins, kinés et infirmiers et accueillants, au minimum ça. On a des maisons médicales qui n'ont que médecins et infirmiers, ou des maisons médicales avec l'accueillant mais qui n'ont pas les kinés. Mais on a aussi des maisons médicales où, en plus du MKI, on appelle ça MKI, il y a les psys, des assistants sociaux et parfois d'autres paramédicaux. Il y a parfois même des dentistes dans certaines maisons médicales. Donc, les soins de santé seront donc de première ligne, ça on l'a dit. Donc, il n'y aura pas de spécialistes dans la maison médicale. C'est vraiment médecine générale d'abord. Et on fera des activités de prévention et de promotion à la santé. Donc, voilà, ça a été déjà dit. Donc, l'objectif de la maison médicale sera de promouvoir la santé d'une population et d'un territoire défini, comme on l'a déjà dit et comme je l'ai déjà dit. Et donc, en partenariat aussi avec la population ou les représentants politiques de la population et les acteurs publics, donc la commune, le CPS, les hôpitaux, le service de santé mentale, l'ONE, le planning familial, et puis d'autres acteurs plutôt associations, par exemple soutien aux personnes qui ont des dépendances, ou bien soutien aux familles monoparentales, ou des choses comme ça. Donc voilà, la maison médicale aime travailler en collaboration et proposer des activités en collaboration avec ses différents partenaires.
Je te laisse. Ah oui, c'est encore à moi, pardon. J'allais te laisser la parole, Julie, mais Non, euh, c'est encore. donc pourquoi est-ce qu'on se met en ASBL? Donc l'ASBL, l'idée, c'est que c'est sans but lucratif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avantage personnel patrimonial pour les travailleurs. Et on relève du secteur privé, donc dans le nouveau code des sociétés. Mais donc, ça veut dire que tous les bénéfices sont, doivent être investis dans le but de la société, dans le but de faire bénéficier la SBL. Alors, la particularité de cette ASBL, qui n'est pas le cas de toutes les ASBL, c'est qu'elle doit fonctionner en autogestion pour faire partie de la Fédération des maisons médicales. C'est-à-dire que la majorité de l'Assemblée générale de l'ASBL doit être composée de travailleurs et de la majorité aussi de l'organe d'administration. Donc, ça induit une espèce d'associations dans lesquelles il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre les travailleurs parce que, quelle que soit la fonction, tout le monde a droit à une voix dans l'Assemblée générale. Et donc, au minimum, pour répondre aux critères de la VIC d'association de soins intégrés, on doit faire 1 heure de réunion de coordination par semaine où l'intérêt, c'est vraiment de discuter de cas cliniques, qu'on partage nos compétences, les responsabilités. Et puis, mine de rien, quand même un peu de logistique. Et ça, en fonction des affinités, soit tout le monde met la main à la pâte, soit certains mettent la main à la pâte, soit il y a un coordinateur qui assume la plupart de la logistique. Et donc, voilà, on s'implique dans le réseau local et on fait un travail avec le quartier. Mais ça, donc, c'est dans toutes ces activités de promotion à la santé ou de santé communautaire qu'on peut, donc, la partie avant la maladie. Je te laisse la parole, Julie. Voilà, alors au niveau des maisons médicales, les modes de financement sont multiples, sachant qu'évidemment, ce mode de financement, l'idée est vraiment que ce soit un financement qui est un moyen pour atteindre les objectifs dont rien n'a parlé, les objectifs JICA. Ce mode de financement, il doit être cohérent avec le travail en équipe. Et donc, il est de 3 natures. Donc, il y a 3 modes de financement possibles. Donc, il y a le mode de financement à l'acte, le forfait et alors le petit nouveau, le New Deal, dont je vous parlerai donc aussi un tout petit peu. Alors, au niveau du financement à l'acte, donc c'est ce qui est le plus connu. Donc, le soignant est payé après chaque intervention. Alors, la particularité de ce mode de financement en maison médicale, c'est que les soignants vont être conventionnés, qu'il y a une large pratique du tiers payant et de l'AMU, donc l'aide médicale urgente. Donc, ça, c'est ce qui caractérise les maisons médicales à l'acte. Alors, Oriane le disait, donc il y a plus de 80% des maisons médicales qui travaillent sur base du forfait. Alors, le forfait, qu'est-ce que c'est? Ça implique donc 3 parties. Donc, d'une part, il y a le patient. Donc, le patient qui s'engage à se soigner exclusivement à la maison médicale pour les soins, donc MKI, médecin, kiné, infi, pour autant que la maison médicale pratique le cas, donc la kiné et les infis. Alors ça, c'est une des parties. La deuxième partie, donc, c'est évidemment la maison médicale qui, elle, s'engage à dispenser tous les soins curatifs et préventifs aux patients. Et la troisième partie, donc, c'est l'assurance maladie via les mutuelles qui s'engage à verser à la maison médicale un forfait par patient inscrit. Donc, il n'y a pas d'échange d'argent entre le patient dans ce système-là, entre le patient et la maison médicale. Alors, donc vous l'avez compris, c'est un système donc qui engage différentes parties et c'est un système qui est contractualisé. Donc, il y a un contrat qui est signé entre la maison médicale et le patient. Le paiement donc, du forfait, c'est un paiement fixe mensuel par personne inscrite au sein de la maison médicale. Donc, c'est la mutuelle qui va payer ce montant forfaitaire mensuel fixe à la maison médicale. Il va être différent suivant pour chaque maison médicale.
à partir du moment où on considère en tous les cas que la maison médicale est mature, donc c'est qu'elle a plus de 2 années d'existence et un certain nombre de patients. Donc pour les maisons médicales débutantes, juste pour vous donner un ordre de grandeur, donc ce paiement fixe mensuel par personne inscrite, il est de 47 € quand on a les soins MKI, donc médecin kiné infi. Alors, ce forfait, à partir du moment où la maison médicale est considérée comme mature par l'INAMI, ça correspond à, il va être calculé comment? Il va être calculé sur base de 43 variables, donc qui vont correspondre au profil socio-sanitaire de la population de la maison médicale. Et donc, ces 43 variables, c'est une série de critères et il y a la variable âge, il y a des variables qui sont plus d'ordre social, il y a des variables qui sont plus d'ordre qui relèvent de certaines formes de pathologie. Et donc, le montant va différer vraiment en fonction de la patientèle de la maison médicale et va s'adapter. Donc, au plus une maison médicale a des soins lourds à donner, par exemple, au plus ce forfait va être relevé. Voilà, donc ça s'ajuste vraiment en fonction de ces 43 variables. Donc, le forfait, il est calculé une fois par an par l'INAMI. Et donc, chaque maison médicale reçoit une fois par an voilà, le montant du forfait qu'elle va recevoir par personne inscrite au sein de la maison médicale. Alors, au niveau du New Deal, j'ai pas fait de slide, donc on est dans une phase pilote, hein, vous avez sans doute connaissance de de ce mode de financement qui est maintenant en phase de test. C'est un modèle mixte, hein, qui allie du financement à l'acte et du financement forfaitaire. Donc voilà. Après, si vous avez envie d'en savoir plus à ce niveau-là, le site de Nilami est vraiment extrêmement explicite sur cette question-là. Donc voilà, je vous invite à aller voir si vous avez de l'intérêt pour ce type de financement. Alors, les avantages d'être en maison médicale pour les usagers. Donc les usagers ou patients. Bon, je vois qu'il y a des petites animations. Donc ils sont, ces avantages sont divers. Alors, Oriane en a déjà parlé, donc il y a vraiment cette question d'accessibilité, donc accessibilité financière à tout niveau, l'accessibilité en termes d'horaire, en termes culturels, etc. Le patient ou l'usager va aussi bénéficier d'un savoir et d'une expertise voilà, de chaque soignant qui vont en plus se coordonner entre eux. Donc ça, c'est très important. Donc il y a ces moments de discussion entre soignants voilà, qui sont formalisés lors de réunions. Et donc ça, c'est des choses caractéristiques et qui font la plus-value des maisons médicales. Il va bénéficier d'une qualité de soins optimalisée. Et alors, ce qui caractérise aussi voilà, l'avantage pour les patients, c'est que la maison médicale va de différentes façons essayer d'impliquer le patient en fait dans la vie de la maison médicale. Donc, juste pour vous donner un exemple, il y a dans certaines maisons médicales des comités de patients, donc des patients qui décident voilà, de s'impliquer au niveau de la maison médicale, que ce soit en termes d'organisation qui vont bénéficier à l'ensemble des patients, mais aussi pour apporter un peu leur regard à l'équipe de soignants. Donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver en maison médicale. Voilà, voilà. L'avantage pour les travailleurs, Oriane? Oui. Donc, on passe à la diapo suivante. Donc, d'avoir une complémentarité des regards et des compétences pour avoir une approche plus globale du patient, partager la responsabilité et s'enrichir de la pratique de chacun. Concrètement, ça se passe par des échanges formels et informels. Quand on a un patient en consultation, qu'on a une question vis-à-vis du kiné, on prend le téléphone ou on le fait venir dans le cabinet. Et puis, lors d'échanges, allez, voilà, nous, à la maison médicale, on mange tous les midis ensemble. On a aussi des moments d'échange quotidiens autour des patients. Et puis, on a ces fameuses réunions
où on peut ensemble, avec les travailleurs concernés et moins concernés, questionner des choses qui se sont passées pendant la semaine. Donc ça enrichit vraiment le travail de médecin généraliste d'avoir tous ces soignants au sein de la même structure. Donc ça permet effectivement du coup d'accompagner des patients qui sont chroniques ou bien avec des situations complexes, avec des regards d'autres médecins ou avec l'infirmier, le kiné qui le suivent à domicile quotidiennement et avoir un contact rapproché et donc des échanges de qualité. Et puis voilà, ça c'est un peu individuel. C'est vrai que mettre du sens, de la cohérence dans son travail, d'être en accord avec ses valeurs, ça apporte un certain bien-être aussi. L'efficacité est parfois accrue du fait des bons échanges, que ce soit par informatique ou par oral ou autre chose avec les travailleurs. Et on a le soutien psychologique et éthique et une certaine souplesse dans les horaires parce qu'on sait que nos collègues peuvent être là en cas de vacances, en cas d'absence le mercredi, des choses comme ça. Il y a souvent des psychologues dans les équipes de maison médicale, à la fois pour les patients, et je trouve qu'au sein de la dynamique de groupe, ça apporte beaucoup, et puis de manière générale, les regards de chacun au sein de la dynamique de groupe, ça nous fait grandir aussi assez bien. Donc ça nous permet après, d'un point de vue plus concret, une certaine économie des locaux, du matériel, du personnel, et voilà. Ensuite, je vais suivre sur la diapo de mon côté. Comment et où s'installer? Donc l'initiative peut venir de quelques personnes, parfois c'est même des élus, le pouvoir public, ou bien d'une équipe qui est déjà constituée, de groupements ou d'associations d'un secteur partenaire, ou bien d'une maison médicale qui est déjà existante mais qui souhaite devenir maison médicale de la fédération. On a vraiment eu tout type d'accompagnement. Toutes les communes peuvent créer une maison médicale, et c'est sûr qu'on sera mieux accueilli dans une commune en pénurie qu'une commune qui ne l'est pas. Après, ça reste toujours des mouvements qui font peur, même si la pénurie est grande, et donc voilà, ça vaut la peine de prendre le temps de rassurer les personnes avant la création et puis pendant la création. Mais il faut pas se craindre les boucliers, parce qu'il y en aura toujours, quelle que soit la pénurie, quoi. Donc avant de juger si l'opportunité du lieu d'implantation est bonne, il y a 5 aspects qui sont importants. C'est de voir déjà quel est le nombre de professionnels de santé sur le territoire. Dans la zone couverte par Santé Ardennes, Laurent Dutrieux et son équipe tiennent à jour des chiffres très précieux qu'on peut après essayer de exporter dans les autres zones, mais c'est vrai que Laurent, toi, tu as bien fait ça et c'est chaque fois très à jour en fonction de l'âge et de l'activité du médecin. Donc, en fonction aussi de la population, de voir quel est le tissu associatif sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Il y a parfois des zones où il n'y a vraiment pas du tout de tissu associatif. Et voilà, voir un peu si les pouvoirs publics soutiennent. Parfois, ils ne soutiennent pas, et puis ils soutiennent dans un deuxième temps en voyant tout le bien que ça fait à la population, ou bien parfois ils sont vraiment moteurs et ils sont là dès le début. En fonction du marché immobilier, c'est sûr qu'au plus on se rapproche de Bruxelles, parfois au plus le coût des bâtiments est important et le plan financier doit s'y accorder. Et puis, c'est vrai que nous, on a tendance à préférer faire des accompagnements qui seront plus porteurs de réussite, c'est savoir que on aime bien quand il y a en tout cas 2 médecins dans le projet. Après, comme je disais tantôt, on a vu des équipes qui démarraient sans médecin et qui, du fait de leur dynamisme, ont attiré un et puis un deuxième médecin. Et donc, on peut tout envisager, mais c'est vrai qu'à un moment, il faudra se poser quand même la question de la viabilité du projet, à savoir que la VIC ne subsidie des associations de soins intégrés que s'il y a réellement 2 médecins dans le projet. Donc, le mouvement, c'est à toi, Julie. C'est moi, oui. Donc, le mouvement des maisons médicales aujourd'hui rassemble 136 maisons médicales. Donc, ça, c'est les chiffres actualisés. Donc, ces maisons médicales, elles vont partager des valeurs. On en a déjà parlé, celles de solidarité, de justice sociale, de citoyenneté. Et donc, la fédération, dans tout ça,
a commission de défendre une société qui favorise la santé pour tous, hein, et a comme autre mission de soutenir et d'accompagner les maisons médicales existantes ou en projet. Alors là, ici, vous avez un schéma donc, de l'évolution du nombre de maisons médicales. Donc, alors, il n'est pas complètement à jour, mais il vous montre à quel point, en fait, le nombre de maisons médicales évolue chaque année. Donc, les maisons médicales membres de la FEDE. Donc, cette année encore, en fait, on a une assemblée générale la semaine prochaine où on en a 2 par an, 3 nouveaux membres. Donc, en fait, ce chiffre n'arrête pas d'évoluer, donc ce qui nous réjouit. Alors, que fait la fédération pour ses membres? Donc, la fédération va représenter ses membres à différents niveaux de pouvoir dans différentes institutions sur différents dossiers. Elle va créer des alliances et elle va défendre le secteur, son financement, ses projets. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que les personnes qui sont amenées à aller défendre la Fédération des maisons médicales, c'est généralement en fait des personnes qui travaillent au sein des maisons médicales, donc qui ont cette connaissance terrain et qui vont apporter cet éclairage du terrain au niveau des différents niveaux de pouvoir. Donc voilà, ils ont en général 2 casquettes. Ils travaillent en même temps pour la fédération et en même temps au sein de maisons médicales. Donc alors on a différents dossiers. Donc évidemment, on travaille sur la pénurie des soignants, des médecins et des infis principalement, mais on a travaillé et on travaille encore sur différents dossiers comme la précarité énergétique, voilà, etc. Donc voilà, il y a toute une série de dossiers, je ne vais pas tous vous les citer. Bon, actuellement, on a été aussi fort occupé par les élections qui arrivent et donc par le fait de rencontrer les différents partis pour porter à leur attention les revendications des maisons médicales et voir dans quelle mesure est-ce que ces préoccupations peuvent rentrer en ligne de compte dans le futur. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir, tu peux peut-être juste revenir sur la diapo, que les travailleurs de la Fédération des maisons médicales ont vraiment participé aux négociations, par exemple, pour obtenir ce fonds des blouses blanches qui permet dans pas mal de structures de financer des infirmières ou des travailleurs en santé communautaire. Cette fameuse prime d'attractivité, ou bien tantôt on a parlé de la pénurie des médecins et l'Impulséo qui a été fort rediscuté à la VIC l'année qui vient de passer, où de nouveau il y avait des représentants qui y étaient, au même titre que le GBO ou autre chose. Mais donc on est une fédération qui participe aux négociations. Maintenant, on a dans pas mal de maisons médicales avec des problématiques sociales la possibilité d'engager un mi-temps assistante sociale. Voilà, c'était une des idées du gouvernement actuel. Et donc, ça aide vraiment, c'est vraiment merveilleux de pouvoir faire la médecine générale avec un assistante sociale à côté quand on remplit un dossier vierge noire ou un dossier AVIC, et puis qui reprend le relais et qui revoit le patient en consultation. Donc, c'est des plus qui donnent du sens à notre métier et qui à la fois soulagent certaines parties un peu parfois trop administratives où on se rend compte que le patient a des couches et des couches de lasagne de complications administratives et on peut le référer directement. Il y a effectivement toujours des AS dans les CPS et des choses comme ça, mais voilà, on a un assistant social au sein de la structure qui permet aussi de détricoter tout ça. Donc il y a encore beaucoup d'autres choses, mais c'est pour dire qu'on a été dans des négociations assez importantes et qui permettent aujourd'hui aux maisons médicales d'avoir une structure quand même assez fluide. Oui, et je ne l'ai pas précisé aussi parce que tu as parlé de pas mal de choses, mais il y a aussi tout le travail qui a été fait au niveau de l'IFIC. Enfin voilà, la fédération s'est fort impliquée au fait dans toutes ces négociations-là aussi. Voilà. Alors, la fédération, elle va aussi accompagner ses membres et les maisons médicales en proposant des formations qui vont être gratuites pour les membres.
Alors, pour vous donner des exemples de formations, on organise des formations pour tous les nouveaux travailleurs de maison médicale, des formations en gestion de projet, des formations sur la gestion, enfin voilà, toutes des formations qui sont spécifiques et qui sont appréciées parce qu'utiles en fait à la pratique. On va faire du soutien de projet, de l'accompagnement, on va créer et mettre à disposition des outils, organiser des séminaires, il y a des colloques qui sont organisés. Donc voilà, on essaye au maximum voilà, de mettre en place des choses qui peuvent profiter aux équipes. Alors, effectivement, on a dans les outils beaucoup d'outils d'accompagnement à la création de maisons médicales et tout un plan d'accompagnement où on voit sur une timeline où on est censé en être, à quel moment il faut introduire les dossiers et puis pas mal de fiches pour vous aider là-dedans. Donc, il y a vraiment les deux côtés, hein. Il y a le côté les outils pour la création des maisons médicales. Là, avec ce que Oriane vient de vous citer, donc tout un plan d'accompagnement qui vise vraiment à ne rien oublier. Et d'autre part, d'autres outils qui bénéficient aux membres déjà en place. Alors, au niveau de la fédération aussi, on va vraiment essayer qu'il y ait un maximum d'échanges de pratiques entre pairs. Donc, on a des groupes kinés, infis, de médecins, etc., qui vont travailler au niveau fédéral et au niveau local. Donc, voilà. Et alors, on essaye qu'entre eux, ils puissent parler des spécificités liées à leurs fonctions. Alors, on a aussi des groupes qu'on appelle les intergroupes locaux, donc ils vont travailler par région sur les spécificités liées à la région. Donc, il y a au niveau du Luxembourg ce qu'on appelle l'IGSOL, et donc qui est l'intergroupe qui est sur le territoire du Luxembourg. Et alors, en termes d'exemples concrets d'outils, donc voilà, à une époque, on avait beaucoup parlé du RGPD, donc voilà, on avait fait un kit RGPD pour aider les maisons médicales à se mettre en ordre. On a un modèle de statut voilà, qui est tout à fait conforme à la loi et donc qui permet voilà, d'avoir déjà des balises super importantes dans cette étape de création ou de mise à jour. On a développé tout un outil plan financier assez complet qui permet vraiment aux maisons médicales de pouvoir se projeter sur un certain nombre d'années, sur 8 ans, et en tenant compte de toutes les spécificités donc financières qui sont propres aux maisons médicales. Voilà, on élabore des notes stratégiques qui vont permettre aussi de décrypter voilà, toutes les nouvelles mesures qui sont développées au niveau de la santé. On fait de la veille juridique, etc. etc. Alors, l'outil plan financier, il a été développé avec Credal et donc Credal propose lors de la création des mois de création un accompagnement vraiment pour aller introduire cet outil qui est vachement utile quand après il faut aller faire des emprunts auprès des banques. Et ce qui est très chouette, c'est qu'ils ont vraiment développé une expertise dans l'accompagnement de projets, donc ils savent mettre le point sur des choses qui ne seraient pas assez pensées ou des choses comme ça. Donc le modèle des statuts, c'est bien pour faire des ASBL. Et il y a aussi une juriste justement au sein de la Fédération des maisons médicales, je ne sais pas si tu en parles plus loin ou pas, mais qui peut relire les statuts, qui peut répondre à des questions assez pointues quand on crée la maison médicale ou quand la maison médicale est créée. Et elle vulgarise aussi beaucoup des informations de type juridique, voilà, qui font cette vulgarisation. Elle est transmise aux membres sur un extranet, sur l'extranet de la Fédération médicale, qui est extrêmement fourni, riche en ressources, voilà, et qui bénéficie donc à toutes les structures qui sont en cours de création et aux membres de la fédération. Alors, donc la fédération va aussi rendre des services donc au niveau financier. Alors Impulséo, on est reconnu comme structure d'accompagnement pour l'Impulséo 1.
le Maribel, l'accompagnement en gestion. Alors, on a aussi au niveau de la fédération un fonds de soutien pour les maisons médicales. Donc, ça, c'est pas indiqué, mais je trouve que c'est un outil financier très intéressant et d'autant plus quand il y a de la création de maisons médicales. Donc, ce fonds de soutien, en fait, ce sont des maisons médicales qui avaient une certaine assise financière, qui ont décidé d'investir des fonds au niveau, donc d'investir un certain montant au niveau de ce fonds. Et ce fonds va voilà, permettre à des maisons médicales naissantes de pouvoir avoir des prêts pour les aider dans la création et dans le lancement de leurs projets. Donc ça, ce sont des petites choses qui ont été mises en place et qui sont, voilà, qui sont intéressantes, d'autant plus dans le cadre de la création de nouveaux projets. Alors, une fédération qui rend aussi des services au niveau des projets, donc en essayant voilà, de mutualiser les ressources en créant des projets communs entre maisons médicales et en essayant de travailler sur des campagnes de promotion de la santé. Ici, il y a un exemple, le tabac, mais il y avait un autre exemple qui était une initiative d'un kiné d'une maison médicale qu'on avait relayé. Donc l'idée était sur tout ce qui était activité physique. Enfin voilà, donc il y a toute une série de projets qui sont lancés et qui se font connaître via les relais de la Fédé notamment. Qui rend des services au niveau de la communication. Donc, on a un site avec des offres d'emploi, on a une cartographie des maisons médicales, etc., donc qui vont permettre, voilà, que ce soit à un niveau pour des extérieurs, de voir quelles sont les maisons médicales qui existent et qui travaillent dans la philosophie du mouvement, quelles sont les maisons médicales qui recherchent du personnel ou voilà, donc toute une série de choses qui facilitent la communication envers l'extérieur et aussi entre maisons médicales. Lauriane ? Donc, on propose donc un accompagnement en fonction des régions. Donc, moi, j'assure l'accompagnement dans la province du Luxembourg et dans le sud de la province de Namur. Ondine Renotte dans le Hainaut, Fabienne Saint-Amand et Julie ici présentes à Bruxelles dans le Brabant wallon et dans le nord de Namur. Et Jacques Borstraten et Louise Soudron à Bruxelles et dans le Brabant wallon aussi. Et Marie Rapaille, elle est médecin généraliste dans une maison médicale à Liège et elle assure l'accompagnement pour la province de Liège. Donc, on propose l'accompagnement les 2 années avant la création. On conseille souvent 2 années pour créer une maison médicale et puis les 2 années qui suivent l'ouverture de la maison médicale. Mais ça prend parfois plus de temps. On a vu des projets naître en moins de temps, mais c'est vrai qu'on conseille vraiment de prendre le temps parce qu'il y a vraiment de quoi passer du temps dans chaque étape du processus. Voilà. Ensuite, on travaille aussi avec des agences conseils, des agences partenaires, parce qu'elles ont une expertise juridique ou financière. En tous les cas, dans la province du Luxembourg, on travaille en collaboration avec Santé Ardennes et les maisons médicales ont aussi accès à la fameuse bourse de la province du Luxembourg de 5 000 €. C'est ça, hein, Laurent, pour créer, pour Oui, tout à fait. avoir un consultant ou accès à un consultant. Il y a des Mhm. agences conseils externes, à savoir par exemple Crédal qui aide pour le plan financier, la SAWB ou STEP qui sont des autres types d'agences qui peuvent aider. Et puis la boutique de gestion aide les maisons médicales et les ASBL de manière générale dans la relecture des statuts, mais la Fédération des maisons médicales a un accord et donc consulter la boutique de gestion est gratuite pour pas mal de services. Je te laisse la diapo suivante. Oui, non, normalement C'est c'était toi, mais... Oui, non, c'était plutôt que tu la passes, je voulais dire. Ouais. Donc, pour être accompagné par la Fédération des maisons médicales, déjà l'accompagnement est gratuit parce que nos services sont financés par les membres de la Fédération des maisons médicales. La plupart des agences conseils avec lesquelles on travaille proposent un accompagnement payant, mais il y a des exceptions, il y en a de plus en plus. Mais donc, en fait, dès le démarrage de l'accompagnement, il faut s'engager à être dans les valeurs de la Fédération des maisons médicales et ensuite à demander son admission. Donc, c'est intéressant que
Nous, on encourage vivement tous les travailleurs à participer à ce type de séances d'information pour mieux comprendre un peu le mouvement. Et puis, on envoie, par exemple, la charte de la Fédération des maisons médicales et différents types de documents pour vraiment essayer que vous compreniez les valeurs qu'il y a derrière. Et puis, on propose la signature d'une convention d'accompagnement. Souvent, on vient rencontrer l'équipe et on répond aux questions. Voilà. Et puis, petit à petit, l'idée, c'est pas que les accompagnants créent la maison médicale à la place de l'équipe, c'est plutôt qu'on puisse être disponible et référer les questions, quand il y a des questions qui s'adressent plutôt à la Fédé ou à une agence conseil, ou quand on a des documents qui peuvent aider. Et voilà. Je pense qu'on arrive à la fin de la présentation. Tout à fait. Moi, je trouverais ça chouette, Laurent, que peut-être qu'on puisse débloquer les micros pour que chacun puisse Oui, hein. poser des questions Bah, un peu. Ça rendra la présentation plus vivante. Tout à fait. Bah, si les gens le souhaitent, j'ai regardé, c'est tout à fait possible. Donc, si vous voulez, vous avez ce dispositif lever la main. Donc, si vous voulez qu'on active votre micro, je vous invite à le faire. Et si vous êtes timide, ma foi, bah, vous pouvez aussi la poser dans le chat. En attendant que les gens lèvent la main, donc avec le petit onglet en haut de votre écran à côté de participants et conversations, peut-être revenir sur des questions qui nous ont été posées en amont et pendant la réunion. Comme ça laisse le temps aux autres de poser. Alors, il y a une question qui a été posée sur votre présentation, Oriane Julie. Est-ce que dans l'esprit des soins intégrés, vous connaissez des projets de maison médicale associés à un service de logement social? Un service de logement social. Non, moi j'ai pas connaissance. Ça ne me dit rien non plus. Non. Après, on a vu beaucoup de sortes différentes de maisons médicales et c'est vrai que oui, je sais pas très bien, peut-être il me semble, Élise. Oui, si la personne peut Oui. préciser aussi, oui, c'est ça. Si la Peut-être personne peut voir préciser. l'intérêt et je pense que tout peut être imaginé, hein, mais après, si c'est le service de logement social qui veut impulser le mouvement, je pense qu'en tous les cas, il faudrait qu'il y ait des Oui. potentiels travailleurs de la maison médicale qui soient. Je vois qu'Élise lève la main. Oui, tout à J'autorise fait. le micro. Ouais, c'est bon. Élise? Je ne sais pas si ça a fonctionné. Si normalement, oui. Voilà, Vous ça y est. m'entendez? Oui, tout à fait. on Bonsoir. t'entend. Ah, parfait. Bonsoir. Oui, en fait, c'est parce que mon rêve de maison médicale, qui est vraiment encore tout à fait très, très abstrait, c'est de l'associer avec un service de logement. Parce que je réalise que pour le moment, je travaille à la Croix-Rouge, mais j'ai travaillé dans d'autres services avant et je me rends compte que le lieu d'habitat a quand même un effet assez important sur la santé des personnes. Et donc, du coup, mon rêve, ce serait de créer une maison médicale qui soit en interaction très proche et très étroite avec un service de logement. Et du coup, je me demandais si ça existait déjà. Moi, j'ai pas connaissance, mais OK. après. Moi non plus, mais comme on l'a dit, beaucoup de maisons médicales sont proches des acteurs locaux, donc c'est vraiment au cas par cas. Maintenant, de là à ce que l'association, enfin de cette structure de logements sociaux crée une maison médicale, c'est tout de suite un peu plus compliqué. En revanche, si cette structure n'existe pas et de proposer le projet à une maison médicale existante, c'est de voir si ils ont des soignants en capacité, parce que c'est toujours le problème en période de pénurie, s'ils ont des soignants en capacité de prendre en charge les locataires de ces logements, alors oui, pourquoi pas. Ça, c'est une problématique qu'on rencontre souvent, c'est notamment pour les maisons de repos. C'est que des maisons de repos s'implantent dans certaines zones, les patients viennent de loin, les résidents viennent de loin, donc leurs médecins traitants ne les suivent pas et les médecins traitants ne parviennent plus à suivre les patients de ces maisons de repos. Donc, il ne faudrait pas rentrer dans votre rêve, justement, mais c'est important de rêver. Il ne faudrait pas rentrer dans ce schéma-là dans votre projet. Maintenant, pourquoi pas? Tout est possible. L'idée, c'est peut-être de trouver des médecins pour se lancer et de voir un peu, en tout cas. Moi, je n'ai pas d'idée concrète, en tout cas, Le qui me vient problème à n'est pas l'esprit. seulement les médecins, mais parfois aussi les logements sociaux qui sont parfois aussi saturés. Mais en Oui. tous les cas, je trouve que la question que les logements sociaux, les agences immobilières sociales peuvent être parfois en manque de propositions d'offres. Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant comme proposition. Et je pense que Christine Mailly, qui est représentante, secrétaire générale de la lutte contre la pauvreté de la Wallonne, à mon avis, elle soutiendrait tout à fait aussi ce genre
de propositions, parce qu'effectivement, vous avez, parce que de temps en temps, le volume, enfin, j'entends moins bien votre voix, mais vous avez parlé de la dame qui travaille à la lutte contre la pauvreté, c'est ça? Christine Mailly. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ok. Ben, merci. Alors, on va donner la parole à Madame Ramelot. Je vais autoriser le micro. Voilà, Madame Ramelot, normalement, vous avez allumé votre micro. Voilà, je ne sais pas si, en tout cas, on vous a autorisé à l'activer, mais vous devez encore l'activer de votre côté, hein, je pense. En attendant, je vois qu'il y a une question dans le chat, je pense. Donc, toutes les maisons médicales sont des ASI, mais toutes les ASI ne sont pas des maisons médicales. Il existe la Fédération des maisons médicales, mais il existe aussi une association d'ASI indépendante. Effectivement, il existe d'autres fédérations. Je ne les connais pas et j'ai eu très peu de discussions avec eux. Mais il existe, je pense, 2 ou 3 fédérations différentes, hein, si je ne me trompe pas. Et voilà. Moi, je ne les connais pas et il n'y en a pas en province de Luxembourg et à l'arrondissement qui participent à une autre fédération, en fait. Mais effectivement, c'est bien de le souligner, il existe d'autres fédérations. Mais on a mon micro est fermé par vous. Excuse-moi, oui, dis-moi. On a parlé par exemple de la maison médicale de Borin. Laurent, il y a d'autres maisons médicales, des autres associations de soins intégrés qui ne sont pas membres de la Fédération des maisons médicales. Après, je voulais aussi en profiter pour parler d'autres exemples, comme la maison médicale de Haï, qui était d'abord un regroupement qui s'est posé la question, un regroupement de médecins qui existait déjà depuis une trentaine d'années et qui progressivement est devenu ASI et ensuite membre de la Fédération des maisons médicales. Et donc, c'est des réflexions qui peuvent se faire assez progressivement et on peut accompagner dans ça aussi. Ils sont d'abord passés en ASBL, puis ASI, puis membre de la Fédé. Et donc, c'est aussi des possibilités. Pendant qu'on essaye d'activer le micro de Madame Ramelot, parce que je vois, normalement, il est activé, je peux le désactiver. Peut-être souligner aussi, on ne l'a pas assez dit, mais les ASI, les maisons médicales, c'est souvent, en tout cas, moi, tel que je le conçois, le bout d'un cheminement. Alors, il existe des exemples contraires de maisons médicales qui surgissent et qui se mettent tout de suite en ASI au forfait ou tout de suite à l'ASI à l'acte. Mais très souvent, c'est parce que les travailleurs qui y sont, les médecins qui y sont, ont une expérience préalable dans d'autres structures. Souvent, les pratiques de groupe, elles mettent 2 à 3 ans facilement pour naître, se développer, faire une base commune de valeurs. Et elle ne commence pas en ASI. C'est souvent par la suite des choses parce que la philosophie de ce système, le pluridisciplinaire, la collaboration avec les patients, la promotion en santé, ils cochent de plus en plus de cases quelque part et se disent le dernier pas à franchir n'est pas si important que cela et donc on devient une ASI. Souvent, c'est le cheminement, je veux dire, logique des choses. Les 2 cas de figure existent, moi j'ai l'impression vraiment. Oui, les 2 cas, moi ceux que je connais, en tout cas, c'est surtout ce cheminement-là. Et ceux qui existent dans l'autre cas, c'est parce que, comme Oriane, par exemple, qui a créé une maison médicale à Jemelle, parce qu'il y a une expérience déjà sous-jacente, en tout cas dans le milieu rural. Voilà, Madame Ramelot, je ne sais pas si soit vous n'êtes pas parvenu à le débloquer et on vous invite à poser la question, mais normalement, nous, il est débloqué de notre côté. Donc c'est à vous à appuyer sur le micro et ça débloquera. Ouais, ou alors vous la posez par écrit. Voilà, c'est moins sympa. J'avais une autre question qui avait été posée préalablement en attendant qu'on solutionne cela. Quels sont les critères INAMI pour définir une pratique de groupe et pouvoir facturer en pratique de groupe? Alors, je vais partager une slide parce qu'en fait, il faut comprendre que l'INAMI au niveau de pratique de groupe, ce qui intéresse l'INAMI, c'est la facturation. Et effectivement, il y a un petit élément dont je n'ai pas parlé lors de ma présentation. Hop. Je vous invite à scanner ce QR code. Vous le voyez? Je ne sais, Oriane, je ne sais pas si les gens voient la présentation. Ok. Je vous invite à scanner ce QR code. En fait, donc vous allez arriver à une page de l'INAMI qui vous emmène au système de reconnaissance de regroupement. Ce système de reconnaissance de regroupement, en fait, permet aux patients d'être remboursés de la même façon, quel que soit le détenteur du DMG. Je vous ai parlé tout à l'heure du fameux DMG que chaque patient a ou devrait avoir. Et l'avantage, en fait, c'est que lorsque votre médecin est titulaire du DMG, vous êtes remboursé de la mutuelle d'une façon un peu plus conséquente. Si vous regroupez
si les médecins se regroupent au niveau de l'INAMI, en fait, quel que soit le médecin traitant de la pratique du groupe, le patient est remboursé de la même façon. Donc voilà ce que l'INAMI entend par pratique de regroupement. En scannant ce QR code, vous verrez les différentes modalités pour faire cet enregistrement. Il faut au minimum être 2 médecins, avoir un accord écrit entre les parties, donc il faut écrire une convention. On revient aux documents importants à réaliser lors d'une pratique de groupe. Un logiciel agréé, et alors il faut aussi avertir les patients, notamment avec un message par exemple dans la salle d'attente. Voilà, donc ça c'était pour la question préalable sur les critères INAMI. Et une autre question m'a été posée, mais j'ai déjà répondu, je peux y revenir brièvement. Sous quelle forme juridique engager un ou plusieurs secrétaires pour une pratique de groupe qui ne soit pas au forfait ou au pool d'honoraires? Donc, si vous avez été attentif, donc je l'ai dit, il y a 2 possibilités essentielles. Si on ne rentre pas dans la logique de un médecin avec sa société engage une secrétaire et refacture à son collègue, parce que ça existe aussi et c'est très dangereux au niveau de la TVA. Hein. Je vous invite vraiment à ne pas faire cela parce qu'en fait, il existe des structures où un médecin emploie une secrétaire, refacture à son collègue X heures de travail. Il faut comprendre que normalement, une TVA doit s'appliquer à cela. Donc, demandez à votre comptable. Je ne vous conseillerais pas de le faire. Et donc, si on ne rentre pas dans ce schéma-là, alors il existe 2 autres possibilités essentielles. C'est l'association de fait. Je vous ai dit les limites que ça a. Beaucoup le font. Si les contrats sont bien faits, si le secrétariat a bien fait son travail, ça devrait rouler, il n'y a pas de problème. Mais il y a des fois, les secrétariats sociaux, ça arrive à tout le monde, ils se plantent et du coup, il y a des indemnités et là, c'est embêtant. Donc, ce qu'on conseille généralement, c'est de créer des ASBL. C'est un peu plus conséquent. Si on est 2, une ASBL, c'est possible, mais bon, allez, il faut mesurer le risque. Si on commence à être 3, 4, 5, ouais, là, je pense qu'une ASBL, pour toute une autre série de facteurs, ça devient pertinent, quoi. Voilà. Je vois que Madame Ramelot, non, toujours pas. Ah, je vois qu'il y a une réaction dans le chat. Donc, je vous laisse la lire et préparer votre réponse. Je pense que j'avais une dernière question. Si des médecins sont déjà en société en pratique solo, comment les intégrer fiscalement dans une pratique de groupe? Alors, première précision, je ne suis pas fiscaliste, mais si j'interprète bien votre question, c'est finalement comment faire rentrer des frais professionnels pour la rentrée dans votre déclaration d'impôt. Dites-moi si je me trompe, mais en tout cas, c'est clairement intéressant et pertinent de se poser cette question-là aussi. Et en fait, c'est tout simplement la structure faîtière qui facture en fait, hein, aux locataires et aux utilisateurs. Que ce soit une rétrocession ou une autre forme de loyer, il y a une facturation pour avoir une trace comptable et pouvoir valoriser ça dans vos frais professionnels. Et si j'en viens à une slide que j'ai passée, il faut bien comprendre qu'une structure de groupe, c'est comme une lasagne. Chaque couche de la lasagne, c'est peut-être une structure de groupe, pas obligatoirement, mais peut-être. Dans l'exemple que je vous montre ici, le bâtiment, la propriété, peut très bien être une société immobilière, détenue par les médecins ou pas. Ça peut être une société immobilière. La partie médicale peut très bien être en ASBL, gérée collectivement par 2, 3, 4, 5 médecins et d'autres paramédicaux. Le médecin en tant que tel, dans cette ASBL, peut être une société. Donc le médecin en tant que tel, d'ailleurs, c'est généralement le cas à partir du moment où on rentre, je pense, dans un 90 000 € brut de chiffre d'affaires, et parfois les seuils sont plus bas selon les comptables, les médecins passent en société, parce que l'impôt sur les sociétés est moins important en Belgique que sur les impôts en personnes physiques, et que ça a tout son intérêt. Et du coup, en fait, vous êtes une société qui participez à une SBL au nom de votre société. Alors, c'est possible d'être une société et d'être membre d'une SBL, hein, mais vous pouvez l'être en personne physique. Ça, mes connaissances techniques s'arrêtent là. Mais vous pouvez très bien, au niveau de la lasagne, avoir votre personne individuelle, société, la SBL auquel vous participez et qui gère collectivement un bâtiment qui est détenu par une société immobilière. Et voilà. Et ces structures-là se refacturent entre elles pour avoir des traces comptables et des frais professionnels. Voilà. Je vais peut-être répondre à la question de Madame Anne-Gaëlle. Oui. Donc en fait, effectivement, il y a un peu un flou par rapport à la présence ou non de spécialistes au sein des bâtiments de l'association de soins intégrés. En fait, qu'on soit maison médicale, membre de la Fédération des maisons médicales ou pas, il y a un flou autour de ça. Et je pense qu'à l'heure actuelle, la ville demande qu'il y ait 2 salles d'attente séparées et que le secrétariat soit relativement séparé. Mais donc, il y a effectivement la possibilité, par exemple, à la maison médicale, la fameuse ASI de Beaurain, il y a des cardiologues, des neurologues et tout ça qui consultent. Donc, on peut avoir des spécialistes à la maison médicale de Gèves aussi,
mais ces deux maisons médicales-là ne sont pas membres de la Fédé, et même au sein de la Fédé, allez, voilà, je pense qu'on suit les recommandations de la VIC, et donc on se rend bien compte que la particularité des zones rurales, c'est l'éloignement des spécialistes, et donc voilà, c'est des questions qui se posent, et il y a des recommandations, mais c'est pas des critères d'exclusion, voilà. Ouais, je connais des structures également qui sont dans ce cas-là, hein, et moi je connais des ASBL où des dermatologues sont membres de l'ASBL. En fait, stricto sensu, il n'y a pas d'interdiction, je pense, à ce qu'il y ait une ASBL qui soit composée de différents corps médicaux. C'est sûr que je pense que l'INAMI pourrait retrouver RD. Je pense que la crainte, si je me souviens bien, c'est que ça soit une concurrence aux hôpitaux et que ça soit une polyclinique. Mais comme tu dis, moi, il y a des tolérances qui sont clairement là. Je pense même la maison médicale des Y, en fait, à distinguer. Il y a deux portes d'entrée différentes. Pour l'anecdote, il y a deux portes d'entrée différentes. Leur cantine, entre guillemets, parce que c'est des grosses structures, est commune. Mais il y a une part spécialiste où il y a plusieurs spécialistes qui sont à droite, et il y a les médecins généralistes qui sont à gauche. Ils ont deux salles d'attente différentes, mais en fait, ils sont dans une structure de collaboration stricte. Il y a des structures aussi où en fait les spécialistes sont des locataires. Voilà, ils ne participent pas à la SBL, mais ils sont locataires. Mais je connais les deux cas de figure. Je pense pas qu'il y ait vraiment. Il faudrait voir avec l'ordre des médecins, de consulter le site de l'ordre des médecins, de voir s'il n'y a pas des recommandations plus précises à ce niveau-là. En tout cas, moi, je connais des précédents, clairement. Je pense que l'INAMI, tous les cas. la FIC est encore en train de se situer elle est en train de se questionner par rapport à ça. Madame Margrève, on a bien vu votre explication de la FEBRAFO et des autres. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde de le lire. Et Madame Juste, Ramelot. Oriane, par rapport à la cohabitation première et deuxième ligne, effectivement, donc c'est une thématique qui est discutée actuellement aussi à la fédération. La seule chose, c'est que, en tout cas, nous, le leitmotiv, c'est en milieu urbain, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'il y a une accessibilité de l'offre de seconde ligne qui est existante. Et en milieu rural, enfin, donc nous, ce qu'on préconise, c'est que les ASBL soient bien distincts, quoi, qui est l'ASBL maison médicale et à la limite une autre ASBL avec les spécialistes, mais que ce soit deux structures juridiques distinctes, et que voilà, tout ce que la première ligne peut assurer en tant que spécialisation soit assuré par, par certains actes au niveau gynéco, etc. Et que la seconde ligne ne soit pas mise en avant. Mais c'est sûr qu'en milieu rural, ça a du sens parfois voilà, d'avoir ces collaborations voilà, plus fortes, quoi. Tout à fait. Madame Ramelot, oui, j'ai donc effectivement, hein, donc plusieurs communes et centres médicaux s'ouvrent sur différents territoires, et la commune de Rouvroy fait preuve d'initiative en construisant un centre médical. Vous donnez les détails. Je vous invite à me donner les détails maintenant qui sont peut-être un peu plus connus sur votre projet pour que je les intègre à la partie je recherche en collaborateur. Je l'ai évoqué tout à l'heure, sur notre site internet, on référence l'ensemble des projets possibles, ceux compris bien sûr, les projets soutenus par les communes. Et là, je consultais le site suite à notre rencontre il y a quelques temps. J'avais créé une fiche, mais je pense que maintenant vous pourrez certainement la détailler. Donc sur la partie je recherche en collaborateur, je vais vous remettre le lien, comme ça vous verrez de quoi il s'agit, et je vous invite à, d'ailleurs, vous et tous les autres personnes qui nous écoutent, si vous avez des projets et que vous voulez trouver d'autres membres, vous pouvez m'adresser un mail et j'intégrerai cette partie-là avec plaisir sur cette page web. Voilà, je regarde un peu, est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, on a bien tenu le timing. C'est magnifique. Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions. Je pense que oui, hein. Voilà, c'est le moment, c'est l'instant. Sinon, on va vous laisser là. Donc, peut-être préciser Julie ? pour les personnes qui ne s'étaient pas inscrites, parce qu'il y en a quelques-uns qui participent et pour lesquels on n'a pas les adresses mail, que si on n'a pas d'adresse mail, ça va être compliqué de faire parvenir le PowerPoint et tous les documents en lien avec cette séance d'information. Donc, il faut vraiment nous faire, nous donner une adresse mail si vous souhaitez avoir le suivi de cette séance d'info. Oui, tout à fait. Je vois une question de Madame Margrève, coût d'affiliation au niveau de la Fédération des maisons médicales, je suppose.
Ça va dépendre, hein, de différents facteurs. C'est pas possible de vous donner un montant, en fait. Enfin voilà, un montant ferme, ça va dépendre, voilà, du moment où vous affiliez, du nombre de patients qu'a la maison médicale, et c'est un pourcentage en fait sur Les recettes. les recettes, ouais. Et donc ça dépend aussi si voilà. on est à l'acte ou si on est au forfait. L'affiliation, quand on est au forfait, est plus élevée quand on est à l'acte. L'idée, c'est que ça permet à la Fédération des maisons médicales, mais donc on est aux alentours de 1%, voire moins, et ça dépend aussi de quel subside. Enfin, bon. Mais donc ça permet à la Fédération des maisons médicales de continuer à être dans les différentes instances pour négocier les fameux subsides, blouse blanche et des choses comme ça. Et Maribel et des choses comme ça, mais oui. Oui, on a toute une note là-dessus sur voilà, la cotisation à la Fédé. C'est votre meilleur investissement, parce qu'en fait, le travail en fait, de lobby qui se fait depuis voilà, presque 40 ans, enfin un peu plus de 40 ans, en fait, ça a amené des acquis financiers en fait, pour les maisons médicales et, voilà, et pour les AIC en général, voilà, qui valent Qui bénéficient largement. directement à la Ouais. structure, quoi. Ouais. Alors, Et alors, précise. ce que je trouve aussi très, très, très enrichissant pour une nouvelle maison médicale, c'est qu'on se retrouve souvent avec un coordinateur ou un gestionnaire qui apprend le métier sur le tas et qui est nourri par les intergroupes dont Julie a parlé tantôt, les intergroupes des locaux ou les intergroupes généraux. Et donc, il est souvent nourri par l'intergroupe de gestionnaires et les gestionnaires sont là non-stop pour répondre à ces questions. Et donc, on a des intergroupes aussi de santé communautaire, des intergroupes de psy qui peuvent vraiment voilà, partager des projets, des idées, des expériences. Et donc, c'est vraiment un moment très riche pour ça. Et je précise que pour notre part, donc nous, on travaille en fait gratuitement. On est financé par la province de Luxembourg, la région wallonne, pour les questions d'attractivité en médecine générale et donc l'accompagnement de pratique de groupe, mais on ne s'occupe à ce jour que du territoire province de Luxembourg et arrondissement de Dinan. Et on travaille en tandem avec la fédération quand le projet se dirige vers une ASI.